C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. It's the story of a place called Mouseland. Mouseland was a place where all the little mice lived and played, were born and died, and they lived much as you and I do. They even had a parliament. And every 4 years they had an election. They used to walk to the polls and cast their ballots. Some of them even got a ride to the polls. Got a ride for the next 4 years afterwards, too. Just like you and me. And every time on election day, all the little mice used to go to the ballot box and they used to elect a government. A government made up of big, fat, black cats. Now, if you think it's strange that mice should elect a government made up of cats, you just look at the history of Canada for the last 90 years, and maybe you'll see that they weren't any stupider than we are. Now, I'm not saying anything against the cats. They were nice fellows. They conducted the government with dignity. They passed good laws. That is, laws that were good for cats. But the laws that were good for cats weren't very good for mice. One of the laws said that mouse holes had to be big enough so a cat could get his paw in. Another law said that mice could only travel at certain speeds so that a cat could get his breakfast without too much physical effort. All the laws were good laws for cats, but oh, they were hard on the mice. And life was getting harder and harder. And when the mice couldn't put up with it anymore, they decided something had to be done about it. So they went en masse to the polls. They voted the black cats out. And they put in the white cat. The white cat had put up a terrific campaign. They said all that Mouseland needs is more vision. They said the trouble with Mouseland is those round mouse holes we've got.
If you put us in, we'll establish square households. And they did. And the square households were twice as big as the round households. And now the cats would get both his paws in. And life was tougher than ever. And when they couldn't take that anymore, they voted the white cats out and put the black ones in again. And then they went back to the white cats, and then to the black cats. They even tried half black cats and half white cats. And they called that coalition. They even got one government made up of cats with spots on them. They were cats that tried to make a noise like a mouse, but they ate like a cat. You see, my friends, the trouble wasn't with the color of the cat. The trouble was that they were cats. And because they were cats, they naturally looked after cats instead of mice. Presently, there came along one little mouse who had an idea. My friends, watch out for the little fellow with an idea. And he said to the other mice, look, fellas, why do we keep on electing a government made up of cats? Why don't we elect a government made up of mice? Oh, they said he's a Bolshevik. Lock him up. So they put him in jail. But I want to remind you that you can lock up a mouse or a man, but you can't lock up an idea. La direction de la protection de la jeunesse, ça sert à quoi, ça? Protéger les enfants, ça, c'est le rôle des parents et des grands-parents. C'est pas le rôle d'une institution qui sort de nulle part puis qui vient faire un genre de business en saisissant les enfants puis en effaçant leur mémoire, puis en faisant passer pour un imbécile le père, en faisant passer pour une innocente la mère. Moi, je vais parler de ce que je connais. Je parle dans mon cas, je suis juste témoin. Je suis pas juge, je suis pas avocat, je suis ni procureur, je suis pas policier. Je suis juste témoin. Mais c'est parce que je suis un genre de témoin qui paye le gros prix, là, présentement. Moi, ça fait 31 mois que je vois pas mes enfants normalement. Je les ai vus 24 heures sous supervision depuis 1 an. J'étais un honnête citoyen. J'ai des retombées économiques de 500 000 à 750 000 piastres dans ma communauté immédiate, annuelle. Je sors des jeunes de la rue. J'ai 5 diplômes, dont un 6e signé par un premier ministre. Peut-être pas le plus crédible, le plus fin, le mieux aimé, mais il est quand même signé par un premier ministre. Je fais ce qu'on me dit. J'évite de péter des plombs, je vais voir mes rencontres. J'essaie de m'amuser le mieux que je peux. En fait, je m'amuse. Je m'amuse. Inquiétez-vous pas, je m'amuse, je fais juste ça. On me fait passer pour ridicule, pour un imbécile, pour un bipolaire, un schizophrène, un aliéné mental, un sénile, un dangereux. Non mais, c'est parce que, c'est ça que vous faites vivre à tout le monde? Parce que moi j'ai rencontré des gens, puis il y a tous ceux que j'ai pas réussi à rencontrer, parce que j'ai l'impression que ce sont soit tiré une balle, pendu une corde ou crissé devant un train.
Mais les autres à qui je parle sont ces pelules, toxicomanes, alcooliques, ou bien ils sont rendus des valises ou une paire de gants. Je vois des femmes aussi le vendredi puis le samedi soir. Des monoparentales, il y en a pas mal. Ça a pas l'air d'être ça qui manque au Québec, des petites monoparentales. Des voix d'un bar saoul ben raide, à se péter bretelles comme quoi que le chum s'occupe pas, il prend pas ses responsabilités. C'est un ingrat. Moi je m'en fous. Je me promène dans mon char flambant neuf, c'est payé par lui. Je sais pas là. Mais la situation des femmes semble misérable. La situation des hommes semble misérable. Et la situation des enfants semble misérable. La situation des institutions qui kidnappent les enfants semble misérable aussi. Puis la situation du gouvernement du Québec au complet par rapport aux familles semble vraiment misérable. Je sais pas si vous savez, si vous êtes comme moi, mais une société sans les familles, c'est une société morte. J'ai pas eu à faire d'études en économie sociale ben longtemps pour comprendre que si les familles sont divisées, si les familles sont désunies, sont faibles, on a une province faible. Parce qu'un policier qui se bat pour avoir ses enfants, c'est pas ben fort, c'est même dangereux. Un avocat qui se bat pour voir ses enfants, bon, c'est dangereux aussi. Un politicien qui doit se battre pour voir ses enfants, c'est dangereux aussi. Ou pas productif du tout. Fait que dans le fond, en tenant en esclavage les parents, que ce soit autant la mère que le père, en utilisant les enfants, en passant par une institution immorale qu'on appelle la Direction de la protection de la jeunesse, communément appelée la DPJ, qui utilise des espaces physiques pour emprisonner les jeunes en nous faisant croire qu'ils en prennent soin. Je trouve ça immoral. Je remets en question le rôle, mais je remets aussi en question le rôle des gens complices de ces gens-là qui utilisent le peu de richesse qu'on a, les enfants, pour manipuler leurs parents, nos facteurs de production, ceux qui sont censés être là pour faire rouler l'économie. Quoi? Si les parents sont morts, sont plus productifs, on va utiliser les enfants pour faire produire? Quoi? Le Québec s'est rendu la Chine? Je dis pas que la Chine, c'est mieux. Ils ont leurs problèmes. La démographie n'est pas la même. On parle de 8,5 millions de citoyens contre 1 milliard de citoyens. C'est pas les mêmes enjeux, là. C'est pas les mêmes droits. C'est pas les mêmes politiques. Moi, dans mon cas, là, j'ai rencontré mes enfants 1 an sous supervision, entre 4 murs avec des fenêtres miroirs, pour me faire passer pour un malade sévère, chronique, aux yeux de mes enfants, quand dans le fond, c'est un stratagème organisé par des gens qui sont occupés à trouver des moyens d'arracher les enfants aux familles pour ajouter des nouveaux numéros de dossier à leur stratagème immoral pour obtenir davantage d'argent. Ils s'en foutent, dans le fond, de détruire les familles. Ils s'en foutent de ta situation. Tout ce qu'ils veulent, c'est un nouveau numéro de dossier. Parce que chaque numéro de dossier rapporte quoi? 30 à 60 000 par année? 50 à 100 000 par année? Quoi? Ce budget annuel-là, moi, si tu le mettais dans ma famille, je sais pas si tu sais tout ce qu'on serait capable de faire comme activité. J'aurais le sourire d'en face, puis je m'arrangerais pour être productif avec mes 5 diplômes. Parce que là, pour l'instant, j'ai juste envie de prendre mes diplômes, protéger mes droits, puis trouver une façon de démanteler tes stratégies pour tuer le monde. Parce que j'ai parlé à pas mal de gens. Ouais,
des gens toxicomanes, des gens ces pilules, des gens alcooliques, des gens complètement défaits sur l'aide sociale, des gens qui sont virés sur le marché criminel, des gens qui ont réussi à se raccrocher mais qui ont abandonné leurs enfants, puis que leurs enfants les ont reniés plus tard en leur renotant comme quoi « Ah, papa, maman, tu m'as abandonné! » Hey, pauvre enfant! Je te dis, là, ton papa pis ta maman t'ont pas abandonné. Ton papa pis ta maman, il est viré toxicomane pis alcoolique pour une autre raison. C'est pas de sa faute. On parle de déchéance, ouais. Ton papa pis ta maman est tombé dans la déchéance, dans l'alcool, dans la drogue, parce qu'il y a des méchantes personnes qui dirigent notre pays qui ont abusé de leurs droits, qui ont abusé du pouvoir absolu qu'il y avait sur ces gens-là. Ce qu'on fait vivre à des humains, des parents, c'est pas humain. Ce qu'on fait vivre à des papas, c'est pas humain. Ce qu'on fait vivre à des mamans, c'est pas humain. Ce qu'on fait vivre à des grands-papas, c'est pas humain. Ce qu'on fait vivre à des grands-mamans, c'est pas humain. À des mononcles, à des matantes, à des cousins, des cousines, puis aux enfants eux-mêmes, c'est pas humain. Avez-vous besoin d'une étude? D'une commission d'enquête? Avez-vous besoin de budget? Avez-vous besoin de ma vie? De nos vies? Je veux juste, dans les petits nuages, la petite madame, là, mes petits objectifs, qui en fait m'ont été accomplis depuis que j'ai 37 ans. Je veux juste aller faire du snowboard, puis me promener en avion, puis en motocross. Je veux transmettre ma culture, mon identité, mes valeurs, mon patrimoine, ma langue, mes connaissances. Avez-vous besoin d'un dessin? Est-ce que vous avez absolument besoin de transformer nos citoyens en criminels? Est-ce que vous avez absolument besoin de détruire nos institutions? Est-ce que vous avez absolument de détruire notre identité, notre culture, notre langue? Est-ce que vous avez absolument de détruire nos familles? Besoin de détruire nos familles? Parce qu'il y a des policiers qui se convertissent au crime organisé. Il y a des médecins qui se convertissent au crime organisé. Il y a des politiciens qui se convertissent au crime organisé. Ben oui, l'autre jour, j'ai un de mes chums qui me dit « Regarde LCN, là, le gros! Il y a un pédophile dangereux qui est capable de voir ses enfants. Là. Il a été accepté comme quoi qu'il pouvait voir ses enfants. Pas de problème. Hey, un pédophile dangereux. Il paraît que ça troublait son enfant là, de pas voir son père. Fait que la DPJ, ils ont permis à ce gentil monsieur de voir son papa. Là, j'ai dit « Tu vois, t'as pas d'allure, voyons donc! » Moi, je peux rien qu'aller me promener en avion avec mes enfants, faire du snowboard, du motocross, puis eux expliquer des choses normales de la vie, puis on m'empêche de les voir. Il dit, ben oui, le gros, je ne sais pas c'est quoi le problème mental, je sais pas c'est quoi le problème.
Ils ont accepté un pédophile dangereux de voir son enfant. Là, je me suis mis à réfléchir, puis réfléchir. J'ai dit, ben voyons donc, ça va être facile. Jurisprudence, je vais mettre ça en cours. Je dis, madame la juge, tout ce que t'as à faire, c'est de dire, voici, tel homme a droit de voir son enfant 2 heures par mois. Là, moi, je me dis, je peux pas me servir d'un cas de jurisprudence, je peux pas me comparer à ce monsieur-là. Ça se peut pas. Puis 2, ça m'intéresse pas de voir mon enfant 2 heures par mois. Tant qu'à le voir 2 heures par mois, gardez-les, bourrez-les de sucre, faites ce que vous voulez avec. Moi, j'ai une vie et une santé, puis ils viendront me voir dans 20 ans quand je serai un petit papy, puis je leur expliquerai, je leur présenterai le demi-frère, demi-sœur, je leur transmettrai les clés de ma maison, je leur dis, tenez les enfants, puis je vous montrerai l'histoire, la vraie histoire, pendant que j'étais encore moins sénile, ou plutôt disponible, puis j'étais encore tout là pour expliquer les vrais faits. Ce qu'on essaie de camoufler. Là, le gros, il me dit, pédophile, acceptation des PJ. Je me suis mis à réfléchir. Mais voyons non, ça se peut pas. J'ai regardé l'article. Je peux pas me présenter en cours avec ça, ça n'a pas d'allure. Mais là, j'ai pensé une idée de génie. Je me suis dit, je viens comprendre. Je viens comprendre. Enfin. Ça se pourrait-tu qu'il y ait tellement de marde dans des PJ de parents qui se font kidnapper leurs enfants, de parents qui sont déchirés, suicidés, défaites, drogués par le système public, qui se font abuser par le système, qu'il faut, en plus, étoire l'opinion publique, les empêcher de parler, dire au public, ben voyons donc, vous voyez comment qu'on est tolérant, ça n'a pas de sens dans cette société-là, vous voyez où est-ce qu'on est rendu, il faut serrer la vis, on permet à des gens heureux pédophiles d'avoir accès à leurs enfants, vous voyez qu'on n'est pas encore assez dur, vous voyez qu'on est trop flexible, mais pourquoi que les journalistes, eux autres, ils se fendent pas le cul en bain pour représenter les milliers de familles qui se font kidnapper les enfants? Quoi? C'est-tu parce qu'il faut déterrer les cadavres? C'est-tu parce qu'il faut trouver des contre-expertises, ça coûterait trop cher? C'est-tu parce qu'il faudrait dire la vérité? Je comprends pas. C'est-tu parce que c'est plus facile de fabriquer des preuves sur un cas que de dire la vérité sur des milliers de cas? Je le sais pas. Je le sais pas. Moi, je ne suis pas la vérité. Je ne suis qu'un simple témoin. Un simple citadin de la belle société, de la belle province de Québec, qui ne fait que son simple devoir de citoyen, tout en protégeant ma simple famille, des gens très humbles, très honorables, des simples travailleurs. Bon, ça aurait-tu de l'allure que les journalistes ferment le clapet à l'opinion publique pour faire à croire que la DPJ fait sa job. La fameuse direction de la protection de la jeunesse qui chapeaute des institutions physiques qu'on appelle les centres jeunesse. C'est juste une affaire. Il a l'air d'avoir bien des enfants emprisonnés là-dedans. Puis même à l'extérieur de ces murs-là qui ont besoin de vrais parents, leurs parents biologiques, s'ils ne sont pas trop tard encore, s'ils sont pas décédés, s'ils se sont pas pendus, s'ils se sont pas drogués, s'ils se sont pas tombés dans la déchéance. Parce que j'ai l'impression que ces gens-là qui travaillent dans les institutions publiques travaillent pas dans l'intérêt des enfants, travaillent pas dans l'intérêt des familles, travaillent pas dans l'intérêt du Québec, ni de notre social-démocratie, travaillent dans leur simple intérêt privé. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce que la DPJ serait une organisation privée financée par les fonds publics? Posez la question, c'est y répondre. Le jour que vous allez voir cette vidéo-là,
Sachez juste une chose. C'est que j'ai tout fait, tout investi, ce qu'il y avait disponible pour vous sortir de ce calvaire-là qui a pas l'air d'être encore commencé. Mais que d'autres ont eu l'air d'avoir payé le gros prix. Puis qui sont là aujourd'hui pour témoigner, mais qu'on reconnaît pas comme crédibles parce qu'on leur donne des médicaments. Donc leur témoignage n'est pas crédible en cours. Ça reste des humains, ben. Moi, je pense que les humains sont plus crédibles que des gens qui abusent de nos droits. Je vais parler du kidnapping d'enfants. Je sais pas si vous savez, hein, l'état psychologique qu'un parent peut être quand il perd son enfant. Lui, il fait faire n'importe quoi. Faire licher ses bottines, faire tondre sa pelouse, faire chanter tout nu en pleine rue. Il peut s'amuser. J'ai de la misère même à m'imaginer que des humains peuvent se faire un plaisir fou à voir d'autres humains patiner, souffrir. J'ai de la misère à anticiper qu'une mère ou un père puisse faire chanter l'autre parent. Ça, j'ai de la misère. Mais qu'une institution publique puisse embaucher des gens, puis que ces gens-là puissent se faire un plaisir à faire courir puis en faire baver d'autres humains. Mais comme je connais un peu l'organisation des entreprises, la structure organisationnelle, je me dis que on est rendu à un point tel que les gens qui ont ce pouvoir-là sur d'autres humains s'en rendent même plus compte. Les structures sont tellement organisées que j'ai l'impression qu'on fait mal aux gens juste en cliquant avec une souris sur une petite case. Que ça devient quasiment une tâche courante qu'on fait tous les jours, où qu'on déshumanise le service, qu'on déshumanise l'unité familiale, qu'on déshumanise les relations humaines. J'ose croire que je me trompe. J'ose croire qu'il existe encore des gens qu'on peut retracer pour leur en faire payer le prix de leur inconscience, de leur insouciance, du mal qu'ils ont fait sur des familles. Moi, ça fait juste 31 mois que je suis pris dans l'engrenage. Au total, en 31 mois, j'ai vu les enfants environ 3 semaines. Dont 3 semaines où j'avais la liberté d'aller m'amuser avec eux autres sans être contrôlé par n'importe qui. Puis dans la dernière année, ben, je les ai vus juste 24 heures sous supervision. Comme si j'étais un bandit, un criminel. C'est parce que psychologiquement, c'est ça que j'ai l'impression que vous êtes en train de créer. Une personne qui se révolte contre la société, qui en a plus rien à foutre de votre système et de vos valeurs sociales, parce que je vois que vous n'avez pas des valeurs sociales. Je vois que le système public est aucune façon des valeurs sociales à traiter les humains comme il traite. Là, ça fait 1 mois, je sais pas sont où les enfants. Ça fait 1 mois, j'ai pas de numéro de téléphone. Que j'ai réussi de peine et misère à trouver de l'information comme quoi qu'ils sont là quelque part. Que même l'ancienne belle-famille est rendue complice de ce crime-là. C'est parce que je suis pas tout seul à vivre ça.
Il y a des milliers de familles qui vivent ça. Moi, je suis un gars hyper diplômé, avec quand même certains contacts, avec des moyens financiers. Et je me pose la question, oui, mais ceux qui sont pas scolarisés, qui n'ont pas de diplôme, ils font quoi? Ils prennent leur pilule, on les écrase, on les laisse dans l'attente. Quoi, il faut-tu toujours être un mouton pour vivre ici au Québec? Parce que moi, je suis désolé, je vais changer de pays. J'ai pas l'intention de vivre ici. J'ai plus l'intention de faire ma vie ici. Je suis découragé par ce que je vis ici. Les enfants, je m'ennuie de vous autres, je sais pas vous êtes où. Sachez que je me suis battu pour vous autres. Sauf que là, il faut que je pense à ma santé aussi. Parce que je vais être capable de vous voir quelque part un jour. C'est cruel ce qu'on fait vivre aux parents. Ça a juste pas de sens. Comment dire ça? Tu sais, dans la vie, là, des fois, il se passe des choses, ça engendre d'autres choses. Tu sais, moi, là, j'aime ça, ma petite vie, ben tranquille. Ouais, j'aime ça apprendre. J'aime l'académie, là, apprendre les choses académiques. J'ai longtemps été à l'école. Ça fait pas de moi de quelqu'un de mieux que les autres. Ou... Je suis plus connaissant, oui. Je suis plus éveillé sur certaines choses, mais sur d'autres affaires, je suis totalement nul. Je peux pas être spécialiste dans tout. C'est juste une affaire. Mais ça donne rien de blâmer la province de Québec. On sait que c'est tout croche. On sait qu'il y a de la magouille. On sait qu'il y a des gens qui sont manipulateurs, qui font ci, qui font ça, qui en ont juste pour l'argent, puis l'argent, puis l'argent, faire tomber le monde. Regarde. Moindrement que tu as un peu de succès dans la vie, là, ça on dirait que c'est bien ancré dans la culture des Québécois. Tu as un petit peu de succès, wow, les moteurs, on va te faire tomber, toi, on t'aidera pas à t'élever, on va te faire tomber. C'est pour ça que des fois je me dis, regarde, des fois je pense à aller aux États-Unis parce que c'est la seule façon de lever. C'est la seule façon de devenir mondial, international. C'est une idée, un concept que tu veux breveter. Regarde, va tout de suite aux États-Unis, abandonne le Québec, tu viendrais ici te ramasser les grenouilles. On dirait que t'es pas capable de partir de quoi qui marche au Québec. Il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui te mange la laine sur le dos. Quand c'est pas quelqu'un qui te mange la laine sur le dos, c'est le gouvernement qui te tâche. Elle sait pas d'où est-ce que ça vient, cette culture-là, mais... c'est harcelant. À moi, là... ça fait 15 ans que je suis à mon compte, dans un domaine. Regarde, je me développe du mieux que je peux. J'ai des comptes à rendre à du monde, là. Il m'est arrivé une bavure, une simple bavure. Je regrette tellement d'être allé à l'hôpital pour une crise de cœur. Je regrette tellement de m'être inquiété que le cœur m'ait débattu. Aujourd'hui, là, j'ai un dossier en droit médical, une poursuite au civil, puis un dossier en famille. J'ai pas réussi à trouver d'avocat parce que... pourquoi? Ça ne rien de rentrer dans les détails. C'est juste une chose. Pourquoi est-ce qu'on fait payer autant les citoyens? Pourquoi est-ce qu'on en fait baver? Pourquoi moindrement on a un peu de succès? Au lieu d'aider le monde, les entrepreneurs, puis les pousser en les propulsant, non, on va les caler le mieux qu'on peut. Wow, t'as-tu vu un entrepreneur? Wow, il travaille pas pour nous autres, lui. Wow, wow, il a l'air indépendant. Écrase-les! Écrase-les, il est indépendant! Il est indépendant, écrase-les! Pourquoi que c'est comme ça? Hein? C'est parce que vous êtes des incompétents que vous êtes de même? Tout le temps caler le monde, il a envoyé des étiquettes, il a envoyé des avis,
Il a envoyé des avis de conformité. Sacrifice! On est 8,5 millions de citoyens! On peut-tu s'aider? Ben non, faut se caler! Faut être jaloux, pas capable d'aimer le bonheur des autres, pas capable d'aider les autres. Pas besoin de chercher ben loin, t'as juste à regarder dans tes proches puis dans ta famille. Juste là! Moindrement t'as un peu de succès, paf! Je te rentre dedans. Mais oui, il s'occupe plus de nous autres. Regarde comment il nous dénigre. Regarde. Moi, je suis pas dans ton nid familial, là. Mais je suis pas plus en dessin qu'un autre. Je suis capable de sentir. Moi, les hypocrites, là, je suis pas capable. Le monde qui blabla en arrière, là. Ouais, mais c'est un ci, ouais, mais c'est un ça. T'as-tu pensé à ci, t'as-tu pensé à ça? T'as-tu entendu dire? Ouais, t'as-tu entendu dire? Non, mais c'est destructeur. Quand t'as de quoi à dire, là? Si t'as pas le culot de venir le dire, abstiens-toi. Abstiens-toi. Si tu vas dire les 4 vérités à quelqu'un, attends-toi, ce qui t'attend peut-être avec une brique et un fanal aussi. Ça se peut. Sinon, back off. Regarde, va ouvrir ta petite télé, là, et va écouter des petits programmes. Laisse les grandes personnes s'en occuper des vraies affaires. Parce qu'il y a des gens derrière qui souffrent. Ouais. Il y a des papas, il y a des mamans, il y a des enfants, il y a des grands-papas, des grands-mamans qui souffrent. Ouais. À cause du niaisage puis du blabla des autres. Ouais, parce que les gens aiment ça, dénoncer. Ah, moi j'ai entendu dire qu'il est ci, j'ai entendu dire qu'il est ça. Excusez, monsieur l'agent, j'ai un doute sur tel monsieur. Excusez, j'appelle le centre anti-suicide. Je pense qu'il est suicidaire. Sacrifice! Je sais pas si vous savez, là. Moi, je suis un humain. Je suis juste un humain. Regarde. 2 mains, une petite tête, puis des jambes, des pieds, comme tout le monde. C'est juste une affaire. Tout ce que je fais depuis une couple d'années, c'est juste essuyer, puis essuyer, puis essuyer. Là, j'ai trouvé une façon. Non, mais tant qu'à faire, on va se dire les vraies affaires. On va se dire les vraies affaires. Moi, j'ai hâte de retrouver ma petite vie privée, là. Ma petite intimité de ma petite vie privée. Et là, je me dévoile publiquement, là. J'ai pas grand-chose à me reprocher. Regarde, oui, j'ai une petite entreprise en nouvelle technologie, je fais mes petites affaires. On va te dire, elle a pris une méchante drop, mon entreprise, depuis que le gouvernement du Québec me rentre dedans avec ses poursuites pis ci pis ça, là. Hein, depuis qu'on a pris mes enfants en otage, puis qu'on me manipule, puis qu'on me fait chanter, là. On peut dire à mes clients, excusez-moi si je suis pas tout le temps là. Je suis désolé de pas répondre vraiment rapidement à vos demandes. Ça m'a remis en question un paquet de choses, justement. Comment faire les affaires maintenant? Comment protéger un petit peu mieux mon petit nid familial, ma petite intimité. 3 dossiers légaux à gérer. Pensez-vous que j'ai le temps de développer du numérique ben avec ces 3 dossiers-là, ces épaules? Je vois pas mes enfants. Ça fait 1 an qu'on me menace en utilisant mes enfants pour me faire chanter. Je vais vous dire, tous mes talents, je les sors. Droit médical, je suis obligé de me fendre en vain pour faire valoir mes droits. J'avais pensé aller faire mon doctorat pour dire au juge, écoutez, madame la juge, je crois que vous vous trompez. Monsieur, êtes-vous docteur? Non, mais j'essaie d'en trouver un. Je suis comme pas capable. Puis celui que je trouve, ben, il travaille pour vous. C'est comme un conflit d'intérêts. Histoire au civil quand j'essayais de sauver ma vie, relié directement avec l'histoire en droit médical. Puis j'ai une histoire en famille, toujours reliée directement au droit médical. Moi, j'ai choisi de m'occuper de ma santé, m'occuper de ma santé physique et mentale. Vous autres faites ce que vous voulez, c'est pas mon problème. Puis ma famille. Sauf que ma famille, s'il faut que je vire le Québec à l'envers pour vous faire comprendre comment vous êtes des imbéciles puis des voleuses d'enfants puis que vous agissez comme des immoralement, comme des niaiseuses, ben, on va le dire publiquement.
peu de mon père. Au monde, ça arrive sud de Montréal. D'une assez bonne famille. D'un père, un vrai Montréalais, en fait. Il a habité toute sa vie pas mal à Montréal. Aussi, ça arrive sud. Ma mère vient plus du centre du Québec. Famille pas très riche. Habite plus en campagne. Mon père est un entrepreneur électricien, maître électricien de son métier. C'est un patenteux, un innovateur, un créatif. Un gars qui manquait vraiment pas de rien. Il avait des immeubles, il avait sa job, ses amis. Il réhabilitait aussi des gogos électroniques pour Hydro-Québec. Hydro-Québec achetait ses gogos aux poubelles. Puis il repognait, il reconditionnait, puis il revendait à Hydro-Québec. Il ramassait de la cope aussi. C'était ses jobs d'électricité, fait que la cope elle traînait, lui, il voyait que le monde jetait ça sur ses chantiers, fait qu'il ramassait ça. Pourquoi pas, regarde, c'était moyen de faire un sideline, c'était bon. On m'a toujours pas mal dit des bonnes choses de mon père, malgré certains faits ou certaines allégations de certains membres de ma famille. Je l'ai perdu assez jeune. En fait, j'avais comme 5 ans quand ma mère a décidé de s'enfuir avec les enfants. Mais une chose qui m'a toujours marqué, qui m'a laissé comprendre, m'a laissé savoir, c'est que, il m'a dit, mon petit gars, tout ce que l'humain est capable de penser, il est capable de l'accomplir. Ça m'a toujours marqué. C'est l'héritage, aujourd'hui c'est le seul héritage que j'ai de mon père. C'est un héritage que j'ai toujours gardé, précieusement. Il a toujours été ma bonne étoile, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, il est encore là, puis il me surveille, puis... Mais bon, pas de genre à parler avec les morts. Je préfère parler avec les vivants, puis leur dire leur façon de penser, la façon de penser. C'est ça. Le bonhomme, il est assez prospère. Je dirais pas en détail la valeur marchande de ses avoirs aujourd'hui si la curatelle l'aurait pas lavé. Je sais pas combien ça vaudrait parce qu'il y en avait pour un bon paquet. Comme j'ai compris l'histoire, il était sur une job d'un immeuble de la FTQ, Fonds des travailleurs du Québec. Il était sur une job en train de faire des branchements, puis il y a un cabochon qui est allé partir le breaker. Fait il a reçu une décharge électrique dans le corps, puis ça y aurait pas fait. Là. Dans ces années-là, cadenassé, c'était pas trop à la mode. C'était un vrai patenteux, le bonhomme. Il connaissait son affaire, il avait appris ça d'un oncle. Dans ces années-là, tes cartes en électricité, t'apprenais ça de père en fils. C'est encore un peu de même aujourd'hui, mais bon, il y a plus la formation aujourd'hui. Fait que c'est ça. J'ai commencé à... D'après ce qu'on m'a dit, à consulter un médecin, parce que après sa décharge électrique, ça y a pas fait. Puis les médecins, ils ont comme diagnostiqué des problèmes de santé mentale, parce que dans ces années-là, ils savaient pas trop quoi faire. Fait que, ils savaient pas trop comment traiter ça. Fait que, ils ont donné des petites pilules. Fait que, comme de raison, ben, son comportement avait changé. Puis, à travers le temps, ben, il était comme plus pareil. Fait que, il s'était mis à boire un peu d'alcool aussi, sûrement pour alléger ses souffrances. Fait que sa bonne femme, ma mère, je voulais pas la trouver drôle. Me semble-t-il, moi, d'après ce qu'on m'a dit, la mère était traitée comme une reine, pour pas dire une princesse. Semble-t-il que le soir, quand le bonhomme arrivait à la maison, il s'être fendu le cul en vain, c'était pour ses clients, puis ses jobs d'Hydro-Québec, puis ses jobs ici étaient là, plus ses immobiliers, ben, il arrivait à la maison, puis le plancher n'était même pas lavé encore, puis il fallait qu'il se torche le plancher
Ça a l'air que la reine-mère avait toujours été traitée comme une petite Barbie et une petite princesse par sa famille. Fait que la petite précieuse, elle faisait vivre ça au bonhomme encore. Je me souviens, dans ces années-là, on avait pas mal tout. La piscine, le câble, le char, le deuxième véhicule, le garage, le chien, le chalet, la piscine creusée, la famille, l'abondance. Je me souviens que le bonhomme mangeait souvent du tartare, mais il manquait jamais de steak à la maison. Il travaillait le bonhomme, je m'en souviens. Ces mémoires-là dans mon enfance qui sont gravées dans ma mémoire. Quand la bonne femme s'est sauvée avec les enfants parce qu'elle avait peur, elle trouvait que, semble-t-il, elle avait trouvé des pilules dans son manteau. Fait qu'au lieu d'essayer de surmonter le dilemme, se poser des questions, qu'est-ce qui aurait pu arriver, qu'est-ce qui se passe, ou d'aller consulter le doc avec, elle a décidé de prendre les 3 enfants puis coller son camp en campagne. Avec sa famille d'habitants. Le bonhomme, je me souviens comment il était bon puis qu'il donnait tout à sa famille. Comment il travaillait fort puis il se fendait le cul en vain pour tout le monde. Puis, ah, t'as besoin de construire, je vais t'aider. Ah, t'as besoin d'un coup de main, je vais aller t'aider. Ah, t'as besoin d'argent, je vais t'aider. T'as besoin d'un job, je vais t'aider. Tu veux apprendre l'électricité, je vais t'aider. Tu veux apprendre la construction, je vais t'aider. Quand la bonne femme a décidé de s'en aller avec les enfants, le bonhomme ne savait plus quoi faire. Ça a donné son coup de mort, en fait. C'est ça, elle est partie avec les kids. Elle a quitté toute la vie d'abondance de la rive sud de Montréal pour laisser le bonhomme s'en venir avec sa famille d'habitants parce que semble-t-il elle avait peur parce que son comportement avait changé. Je dirais de 5 à 10 ans. C'était comme flou dans ma mémoire, dans ma tête. Je comprenais pas bien. Je me souviens, c'était difficile le primaire à l'école, c'était turbulent. Je voyais que ma mère était obligée d'aller travailler, mon frère était pas pareil, ma soeur était pas pareil. Les 3 devaient s'ajuster, puis la famille commençait à se déconstituer, puis ça commençait à être plus difficile. Ma mère avait moins d'abondance. C'était les grands-parents qui nous prenaient le relais, qui nous gardaient, puis qui nous faisaient voir les choses de la vie, nous faisaient comprendre des choses, nous divertissaient. Je sais pas, gravé dans ma mémoire aussi, mon père qui essayait de nous voir. Il rôdait autour de la maison. Tout ce qu'il voulait, c'était voir ses enfants, essayer de comprendre pourquoi la bonne femme s'était poussée. Puis, évidemment, dans ces années-là, il a comme arrêté de s'occuper de ses immobiliers. Il a arrêté de s'occuper de ses clients, d'aller faire ses jobs. Il a commencé à arrêter de payer ses comptes. Il a un petit peu laissé de côté. Tu sais, quand tu perds tes enfants, ben, c'est toujours sur le moral. Fait que t'as tendance à laisser un peu de côté les autres affaires puis prioriser ce qui semble le plus important, la famille et les enfants. Souvent, quand tu perds ta famille, que tu te rends compte comment ils sont importants. J'ai une mémoire que le bonhomme était venu à la maison chez la bonne femme pour venir nous serrer dans ses bras, pour nous dire comment il nous aimait. Je me souviens aussi qu'il y avait de la chicane. Les 4 mongols, c'était les 3 bonhommes avec la bonne femme, se tiraillaient dans la maison, empêchaient le bonhomme de venir nous voir. Je me souviens que j'étais dans la chambre, puis je broyais, j'avais peur. En fond, le bonhomme, tout ce qu'il voulait, c'était nous dire qu'il nous aimait.
fait, il voulait sûrement plus que ça. Il devait pas être capable de voir l'avenir, il devait avoir de la difficulté à comprendre que ça aurait pu être passager ou qu'il aurait pu faire sa vie avec une femme. Fait que dans le fond, c'était dur sur le moral de se détacher de ses trois amours. Hein. Tout ce qui est de la bonne femme, hein. Quand une bonne femme décide de se revirer de bord et faire à sa tête. Hein. Tu laisses partir la bonne femme, tu t'embrasses sacrément. Calisse-moi patience, n'arrache-moi pas mes enfants. C'est bon, on les a fait ensemble, nos niaiseuses. Là, les avocats se mêlent de ça, l'aide juridique, les services sociaux dans ces années-là, l'hôpital, les psychologues, les psychiatres, le voisinage, la famille. Dans mon cas, ma famille d'habitants. Les vrais à bord de ça. Les vrais habitants! Quand tu dis des habitants! Des habitants! Parce que le bonhomme, il venait de la ville. Lui, il est habitué d'avoir un char, puis de traverser le pont Champlain, puis de garocher 30 sous dans la machine. Il est habitué de voir des buildings, il est habitué de parler à du monde qui se promène en veston-cravate. Tu sais, pas des campagnards. Fait que le temps passe. Je me souviens, j'étais à l'école, 2e, 3e année. Je me vire la tête d'une classe dans le gymnase. Puis qui sait jouer dans le cadrage au loin, je vois mon père qui m'observe. Ouais, parce que tout ce qui était permis pour lui, c'était juste d'observer. Il ne faut pas toucher à ses enfants et les serrer dans ses bras. Il était assez intelligent pour se camoufler en arrière. Puis juste voir ses enfants pour être certain d'essayer de peut-être les protéger, s'assurer qu'ils vont bien. Jusqu'au jour que j'avais environ 10 ans, en 4-5e année, 5e année probablement à l'école. J'étais déjà habitué de me faire des grilled cheese tout seul sur leur dîner, allumer le poêle puis faire chauffer un macaroni dans le chaudron. Fait que cette journée-là, j'ai 10 ans, j'arrive à la maison de campagnard. Je vois tout le monde assis à la table en train de broyer. Ah, ça broye, ça broye, ça broye, ça broye. Ben oui. Faut te dire, Dominique, ton père il est mort. Bon. J'ai broyé celle-là. Je l'ai broyé solide. Ça a fait mal. Ça a fait très mal. C'est à partir de là, à 10 ans, que tout a commencé. Commencer ta vie avec une méchante claque d'en face, un pied dans le cul, une autre claque en arrière de la tête. De se pendre. C'est plus fort que lui, être loin de ses enfants. Aujourd'hui, ben, si je comprends l'économie sociale, ben, je peux en quelque sorte remercier mon père. Capable de comprendre les causes-effets, causes-effets. Je commence à être sensible aux indicateurs. Indicateurs de croissance, indicateurs de performance, indicateurs de décroissance. Le bonhomme méritait pas ça. Pas pour tout ce qu'il avait fait pour son monde.
Tout ça pour dire que ça a pris environ 29 ans à faire mon deuil. Puis pendant ces 29 années-là, ben cette famille d'habitants-là m'ont fait passer mon gentil papa pour un aliéné mental. Puis aujourd'hui, ils sont persuadés qu'il était vraiment aliéné mental. C'est drôle parce que d'après l'autre version d'histoire, il était loin d'être aliéné mental. On va te colisser dans le corps une décharge de 600 volts. C'est juste pour voir comment tu vas t'en sortir, mon petit Christ d'habitant. Ouais, si t'es malade mental. C'est pas parce qu'un docteur, supposément spécialiste, écrit quelque chose sur un bout de papier qu'il détient la vérité. Nul ne connaît la vérité, hein. Les humains qui travaillent. Regarde, j'ai entendu des histoires d'horreur, moi, des docteurs qui ont oublié des scalpels et des guenilles dans le corps des personnes, là. Parce que c'est des humains, hein. Pas des machines, là. C'est une chance qu'on fait affaire avec des humains encore. J'espère, parce qu'ils ont moins de conscience. Merci, mon petit papa. Je vais toujours être reconnaissant, puis je suis super fier de toi. Ces gens-là te méritaient juste pas. Ils te méritent pas plus aujourd'hui. Pas plus aujourd'hui. Loin de là. Merci, mon petit papa, je t'aime. Merci pour tout. Bon, Monsieur Denis Paiement, c'est ça. Oui. Vous, Monsieur Paiement, vous êtes ce qu'on appelle une victime de la CSST. Oui. Ouais, c'est ça. La CSST, elle est supposée d'aider les victimes. Oui. Mais dans votre cas, elle en a fait une. Elle a pas... pratiquement... Elle a plus... au lieu d'arranger le problème, elle a plus causé plus du tort qu'au lieu de réparer. Bon. Puis si je comprends bien, OK, là, vous avez un accident de travail, vous avez payé des cotisations toute votre vie pour pouvoir avoir cette protection-là de la CSST. Alors, quand il vous arrive un accident, la CSST a dit, ben, on va vous payer une pension à vie. Oui. Parce que, évidemment, vous ne pourrez plus travailler. Non. Fait que c'est nous autres qui va vous payer une pension à vie. Puis, on va vous payer des modifications sur votre maison. Et puis, ça, c'est là que je trouve que ça devient bien intéressant parce que là, on dirait qu'il y a vraiment eu un genre de fraude ou un genre de détournement de la loi, si vous voulez. Je ne sais pas si on fait ça par paresse ou pour sauver des frais, whatever, pour que ça prenne moins de temps, whatever, mais en théorie, la CSST qui donne le contrat, premièrement, elle devrait donner un contrat à un contracteur spécialisé dans le domaine, Oui. qui est habitué de faire des modifications pour handicapés sur une maison. Tu ne donnes pas ça à n'importe qui, à personne qui n'a jamais fait ça. Ben, la CSST me dit de prendre un entrepreneur de la région. OK. Fait que là, j'ai pris un entrepreneur de la région, j'en ai pris deux, on a fait faire des soumissions. Quand les soumissions ont été données, eux autres, ils ont étudié la soumission comme il faut. La première était de 105 000. La CSST l'ont étudiée. Après ça, ils l'ont retourné que c'est trop haut. Fait qu'ils ont refait une autre soumission de 94 000. Puis c'est eux autres qui ont choisi entre les deux. C'est pas moi qui ai fait la décision, c'est eux autres. OK. Puis ils ont finalement décidé un des contracteurs. Ouais. Puis là, eux, ils payent le contracteur pour faire des modifications sur votre maison. Oui. Sauf que le contracteur, ça a l'air d'un 2 de pique, comme on pourrait dire. J'ai vu des photos. J'ai vu des photos. Là. Ça fait 1 an et demi, 2 ans. 2 ans. 2 ans que les modifications étaient faites, puis déjà, c'est en train... Au départ, quand il est parti, il n'y avait rien de fait comme il faut. Au départ, il n'avait même pas fait sa job, que la dalle de béton avait déjà descendu. Déjà? Déjà, tout de suite en partant. Puis je me ramassais avec 6 pouces d'eau devant la porte de l'ascenseur. C'est pour ça qu'il est revenu, qu'il a fait un drain, il a fait un trou, ça s'en va dans la pierre nette. Il n'y a pas de drain qui s'en va à l'autre bout. Il n'y a pas de drain alentour de l'ascenseur qui est aux choses de les fondations. Wow, OK. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, justement, avant d'avoir fini le dernier paiement de la CSST vers le contracteur... Moi, j'avais l'obligation de garder le chèque. Même l'entrepreneur me dit, c'est dans tes droits de garder le chèque. J'ai gardé le chèque, j'ai marqué annulé dessus, je l'ai retourné à la CSST. Puis là, tu as dit à la CSST, je veux pas que vous le payiez, ce gars-là. Il a mal fait la job, je veux qu'il vienne réparer. Ils ont émis un autre chèque. Ils ont enlevé ma signature, ils l'ont payé, j'ai plus de recours à revenir contre lui. Puis là, c'est là que moi, je pense qu'il vient d'avoir fraude. Oui. Ils n'avaient pas le droit de donner ce chèque-là sans votre signature. Sans ma signature, puis il aurait fallu qu'il y ait une inspection qui soit faite à la maison pour constater de qu'est-ce que je suis pas satisfait. Ça n'a pas été fait.
Puis ça, moi, je suis pas spécialiste, je suis pas avocat. Je pense que c'est criminel. Mais de toute façon, même si c'est pas criminel, en tout cas, c'est contre la loi. C'est peut-être pénal ou civil, peu importe. Je suis pas mal sûr que c'est contre la loi. J'ai vu votre entrée, dans le fond, là, votre perron, là. J'ai vu qu'il y a pas... Il n'y a pas de rampe, il n'y a pas de gare. Puis j'ai vu qu'il y a comme une drop d'environ 12 pieds là, à droite du balcon. Fait que si vous tombez du balcon, je tombe en bas. Non, il n'y a rien de me retenir. Vous empêcher de tomber, vous retournez. Puis là, vous tombez 12 pieds avec la chaise roulante, bading, badang, arrangez avec vos troubles. Puis c'est qu'est-ce qui est le pire? Il y a une porte en bas. C'est une sortie de secours parce que ma chambre à coucher, elle serait supposée d'être dans la cave. Ma chambre à coucher est encore dans le salon. J'ai pas de chambre à coucher dans ma maison. Ils n'ont pas fait l'adaptation de la cave. Ils ont adapté le haut. Ils n'ont pas adapté le rez-de-chaussée, mais ils ont mis un ascenseur. Pourquoi j'ai un ascenseur? Je ne sais pas. Elle sert à rien. Il n'y a rien dans la cave. Puis la sortie de secours qu'ils ont mis dans la cave, je sors de là, je suis dans gravel. Si le feu, il pogne, je peux pas me pousser. Il faut que j'abandonne ma chaise puis je m'en aille sur le cul. Ça, c'est la CSST qui m'ont dit ça. T'appelleras quelqu'un d'autre qui vienne te chercher. Puis en plus, ils m'ont dit de me débarrasser de ma conjointe. Débarrasse-toi de ta conjointe si tu vas avoir quelque chose. Oui, c'est ça, parce que tant que votre conjointe est elle là, vous, ben elle... vous êtes pas en danger. Non, elle, c'est elle qui me sert, puis c'est elle qui fait mes affaires. C'est ça. Entre autres, la police se sert de cette excuse-là pour pas vous aider. Même s'il y a eu infraction criminelle, la police, elle s'en lave les mains parce qu'elle dit, votre vie n'est pas en danger. Elle n'est pas en danger, j'ai une conjointe. De vous. Et voilà. Il dit, si votre femme s'en va puis vous vous retrouvez tout seul, là, la police va être comme obligée d'intervenir parce que là, votre vie va être en péril quand vous allez tomber tout seul. Oui. Là, si je comprends bien, ça fait comme 7 jours environ là, dans les 2 dernières semaines que vous venez passer ici. Là, parce que vous n'avez plus d'autre cours que de vous asseoir en face du bureau de la CSST. C'est la CSST, rentrant dedans, sortir toutes mes affaires chez nous, puis venir cracher dedans. J'ai plus de maison, je suis dans la rue. Puis là, on attend ici justice. Puis une chose quand même qui est assez extraordinaire, c'est que ça fait plusieurs jours que vous passez ici, puis il n'y a rien qui bouge. Non. Puis là, aujourd'hui, on arrive, puis là, il y a un journaliste qui est ici. Oui. Et puis là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui sort de la CSST, une commis, qui revient de vacances. On est au mois de juillet, c'est le temps des vacances. Elle revient de vacances. Elle est intéressée. Qu'est-ce que vous faites là? On lui raconte notre histoire 5 minutes, puis attendez, moi, je vais aller parler avec mes collègues, je vais aller voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que l'injustice est tellement frappante ici. Les infractions sont tellement évidentes. C'est des papiers signés, c'est noir sur blanc, que la femme est touchée par l'histoire. Fait qu'elle rentre en dedans, elle va parler avec ses collègues. Puis dans les minutes qui suivent, il y a quelqu'un qui vient, puis qui vous donne quelques pinottes des nombreuses choses que vous revendiquez depuis longtemps. Ils sont venus négocier avec nous sur le gazon ici à l'extérieur des bureaux. Je sais pas, je pense pas qu'ils font ça souvent. Hein? Jamais. Jamais. Ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui bougent. Ça veut dire entre nous, je sais pas, je vais laisser à l'auditeur le soin de croire ce que lui veut croire, mais est-ce qu'on pourrait pas quand même douter maintenant qu'on dérange, qu'ils sont pas en train d'admettre leur tort, de sortir sur le gazon comme ça pour commencer à négocier avec vous puis vous offrir des choses que vous revendiquez depuis si longtemps, qui font juste tasser? Est-ce que j'ai bien lu sur un des papiers, une des communications que vous avez eues avec la CSST dernièrement, que est-ce que j'ai bien lu qu'ils disent qu'ils ont pris le document que vous venez de leur envoyer, une autre revendication que vous faites en accord avec leur loi, qui ont dit on l'a pas lu, on l'a rajouté dans votre dossier, puis tous les autres papiers que vous allez nous envoyer, on les lira pas. On va l'ignorer, ça c'est vrai. On va l'ignorer, puis on va rajouter dans ton dossier, puis c'est vrai. On s'occupe plus, ça a l'air que les jambes m'y ont repoussé, je suis plus handicapé, j'ai plus besoin d'eux autres. C'est comme ça qu'on se fait traiter dans un état comme ça. Ça a l'air que votre handicap n'est pas assez évident. Non. Ça a l'air qu'ils vous ont demandé 3-4 preuves, expertises pour dire que vous étiez handicapé. Oui. C'est extraordinaire, pareil. C'est pas faire perdre du temps des professionnels. C'est déjà, je sais pas, ça a l'air qu'on manque de médecins au Québec. Là, on est tout le temps en attente. Puis ils ont assez de temps à faire perdre à ces médecins-là pour vous faire examiner, pour dire « Ah ben oui, il est handicapé. » Oui. C'est vrai, ça. Oui, là. Ça marche comme ça. Allez voir le médecin, allez vous faire constater que vous êtes comme ça, puis faites des papiers. Tout marche par le médecin. Incroyable, incroyable. Puis après ça, ils n'ont pas d'argent pour pouvoir payer des choses qui seraient légitimes de faire. On fait tellement de conneries. On a investi 94 000, puis ça va en coûter combien à l'État encore pour venir réparer les conneries? Bien, monsieur Paiement, moi, j'ai espoir qu'on va toucher assez de gens avec ce vidéo-là, qu'il y a assez de gens qui vont le voir, ça va peut-être réveiller des gens. J'ai l'impression que ça va déranger aussi. Évidemment, on dérange déjà, on le sait, on l'a vu tantôt. Beaucoup. Puis je pense que, bon, évidemment, peut-être que ça va ouvrir une voie, puis ça va vous donner une chance de peut-être arriver à des négociations qui vont être un peu moins pénibles. Pour le reste de votre vie, dans le fond. Là, oui. C'est long vivre. La vie, c'est très long. Puis essayer de vivre avec une qualité de vie qu'on peut, parce que les gens ne me repousseront pas.
puis s'apitoyer sur son sort, ben ça donne rien. Aller prendre des pilules à l'hôpital, ça donne rien non plus. Est-ce qu'on a essayé de faire ça? Oui, on a essayé de faire ça. La première... chez vous, c'est pas grave? La première minute que je suis rentré à l'hôpital à Montréal, ils m'ont fait rencontrer un psychologue. Le premier 15 minutes, ça allait été ouvert un bouquin, puis prendre des pilules, gars, de la merde, ouvre la porte, je décalisse d'ici. C'est fini, gars. J'ai essayé ce que j'ai. J'ai travaillé dans les moulins, je me suis fait couper 2 jambes. Faut corriger, faut arranger le futur pour pas que j'aille de misère. C'est votre problème, arrangez-le. Pas de ma faute. Pas moi qui ai sauté devant le Carrage le 21 juillet 2003 à 11h20. Monsieur Paiement, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Ben bonne celle-là. TVA Nouvelle. Ils nous disent toutes les bonnes affaires. Regarde ça. Sérieux, j'en reviens pas. Je pensais vraiment que c'était un hoax qu'il y avait. TVA Nouvelle. Un atterrissage mouvementé. Le pilote a perdu son bras ciel. Pendant les manœuvres, il avait le bras dans l'air. Pendant les manœuvres, et en plus, des vents violents soufflaient. Les 50 passagers qui arrivaient à Belfast ont-ils été en danger? Hey! En des câbles, c'est sûr si son bras ciel est tombé. Ça prend 2 mains pour le Boeing, là! Hey, on s'est niaisé, quoi, là? C'était rien tout ça, là! Il nous demande si les passagers étaient en danger. J'étais tout dans l'avion, moi! Hey, il nous fait des câbles, là! Tout est pollué, tout le monde a cancer! Ben, il demande le gars de bras ciel! C'est quoi qui est con, je pense qu'on... Peut-être moi qui est plus haut que ça, là! Ouais! C'est des nouvelles, TVA, là! TVA! Fuck off! Regarde! Pas des farces, là! C'est TVA nouvelles, là, regarde! Je pensais que c'était une joke, moi! Regardez. Mais Chris, sont 2 dans la cabine. On parle de pilote, le copilote, puis le pilote, je sais pas qui, le capitaine. Son bras, l'autre aurait pu y revisser dans l'effort. Hey! Il me semble que c'est une nouvelle avant ça. Il me semble qu'on fait niaiser, là. Je m'en reviens encore, on n'en revient pas. Un atterrissage mouvementé. L'avion fait imaginez, le pilote a perdu son bras. Ciel, on n'en revient pas. Le pilote, il dit imaginez, là je m'imagine. Là, je le vois, là. Fait son bras, ciel, là. Oh, le Boeing est en danger. L'autre à côté. Il peut y remettre le bras, là. Pendant les manœuvres, il était là avec un bras, l'autre faisait quoi? Je comprends pas, le feu. Pendant les manœuvres, et en plus des vents violents, des vents, là, du bruit, peut-être qu'il tombe en dessous du banc. Les 50 passagers, je répète, là, c'est moi, j'en reviens pas, là, qui arrivaient à Belfast, on sait qu'ils étaient en danger. Moi, je me réponds, oh oui, ils ont eu peur! Ils ont même pas vu. La cabine des pilotes est barrée. Ils savaient même pas ce qui se passait, les autres. Ils ont vu le bras rouler dans la vie. Là, tu vois la commande de bord, il arrive. Attention, le pilote a perdu son bras ciel dans l'air. Qui peut le retrouver? Wow, moi, j'ai des limites. Là, moi, je peux te dire que, regarde. Salut les copains, salut les copines. Aujourd'hui, j'aimerais dire un beau, gros salut, tout particulier à cet homme qui représente la santé au Québec, nul autre que... Gaétan Barrette! Gaétan Barrette! Ouais, cet homme qui dégage le cardiovasculaire, l'énergie, le culturisme, on renomme qui? Gaétan! Ouais! Regardez cet homme, un corps d'athlète, moi je prendrais tous ses conseils santé pour savoir comment garder la ligne. En tout cas, c'est pas ça le sujet aujourd'hui, mais ça concerne un peu. Non, j'ai vu ça, ouais. Un produit chimique utilisé dans la fabrication du Colgate Total serait cancérigène.
sûr que vous vous en souvenez de ces pubs-là, du fromage Petit Québec qui jouait à Journée longue à TV. À 10h15, j'ai un petit creux. Et pour les petits creux, il n'y a rien de mieux que du fromage Petit Québec. J'espère qu'il oui! Il est tellement bon, là. Il est tellement doux, là. On devrait l'exporter. Ben, imaginez-vous donc que je suis peut-être pas le seul, que moi, j'y croyais que c'était fabriqué au Québec par des Québécois. J'en achetais juste pour ça. Mais là, 20 ans après, j'ai vu ceci. Le fromage, le Petit Québec, est produit en Ontario par une multinationale dont le siège social est à Chicago. Savez-vous ce que ça veut dire? Il aurait pu pas faire comme genre faire travailler des Québécois à place. Non! Le fromage de Petit Québec est produit en Ontario par une multinationale dont le siège social est à Chicago! J'en achetais parce que je pensais que c'était fait au Québec! Qu'est-ce que t'as ça, là? Prendre pour des caves en esti! Petit Québec, là! Poca! Écrit petite marde! Ou en argent. Je suis choqué, là. Parce que j'en ai acheté pendant 10 ans, vous leur pensez sérieusement que c'était fait au Québec? Vous voyez un petit peu la pointe de l'iceberg, comment on se fait manipuler? Il n'y a même plus de job au Québec. Il y en a encore, mais il n'y en a pas beaucoup, on les perd toutes. Puis on se fait fourrer encore une fois là-dessus. Petit Québec, achetez plus ça! C'est la petite multinationale crosseur de système de fuck-off. Je suis choqué. On va prendre notre café. Bye. En gros, tout ce que je voulais dire, là, c'est que le fromage de Petit Québec, ça avait l'air sincère, ça avait l'air à nous rapprocher, cette histoire-là. Même pas. On s'est fait encore... comment on dit? On s'est fait... C'est encore fait avoir, c'est-tu? On s'est fait avoir. Solide, tout le temps. Tout le temps. Salut tout le monde, comme vous allez pouvoir, dernièrement je vous ai parlé de ma motivation. J'ai fait plein de démarches pour essayer de faire entendre ma voix au Québec, de savoir ce qui se passait, puis de poser les bonnes questions. Alentour de moi, j'ai été bloqué un peu côté parole. Tout ce qui s'est passé dans les alentours, j'ai fait une marche Saint-Jérôme-Québec pour en parler, ça n'a pas émoussillé plus qu'il faut. Une dernière vidéo, 2000 partages qui invitait des ministres à venir rentrer en contact avec moi. Pas plus d'élus, j'ai eu des réponses de dire parlez à votre député, mon député c'est PKP, essayez de rentrer en contact avec PKP, vous allez savoir ce qu'il y a. Mais notre problème est dans la gestion, le peuple est quand même solidaire, c'est ce que je veux montrer aux gens, c'est que le peuple est solidaire. Ce qui s'est passé entre ça, c'est que j'ai posté une photo avec un os que mon chien m'a ramené à la maison. Puis la photo que l'os que mon chien a ramené, ben je l'ai publiée sur Facebook, puis en la publiant sur Facebook, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un appel du journal, 3 minutes après, un appel du journal qui me disait que finalement, il avait vu ce qui s'était passé avec ma photo, puis il voulait savoir si c'était un bras humain ou quoi que ce soit. Signe qu'ils voient ce que je fais, mais n'ont pas voulu partager ce qui se passe avec la page. Si vous voyez en ce moment ce qui s'est passé avec nos véhicules de police, il est marqué « On n'a rien volé », nous, on n'a rien volé sur les véhicules de nos policiers. Moi, je veux rajouter ici « Les Québécois ont rien volé ».
lâche rien, on 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 lâche rien.